Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'étape numéro 7 du Tour de France Femmes. Enfin le début de la moyenne montagne, parce qu'on va pas appeler ça de la haute montagne, loin de là. On va quand même pas passer au-dessus des 1200 ou 1300 mètres d'altitude. Donc c'est encore très léger, on va pas avoir non plus des pourcentages de malades, ça il faudra se contenter de l'étape de demain, mais enfin un peu de quelque chose qui ressemble à un peu de montagne, parce que jusqu'à maintenant c'est vrai qu'on était quand même sur le... Enfin pour moi c'est le parcours du pire Tour de France Femmes de l'histoire. Voilà. Il y en a eu 3, les 2 premiers avaient un parcours qui n'était pas exceptionnel, mais qui était quand même meilleur que celui-là. Je trouve que le parcours est pas loin d'être catastrophique. Nous allons voir donc cette étape. Pas de partie tourisme, parce qu'il y a la Vuelta qui débute, donc c'est un petit peu compliqué de gérer les deux. On parlera de l'histoire du Tour de France, sa cycliste du jour, enfin un petit peu comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favorites pour cette étape, votre grosse cote. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Et puis plus vous cliquez rapidement sur une miniature, sur une notification, plus la vidéo est mise en avant par YouTube. On commence tout de suite avec cette étape numéro 7. Comme je disais, ce Tour de France monte crescendo en difficulté. Les premiers jours, c'était extrêmement facile. Il y a eu l'étape de Liège qui contredit un petit peu mes propos, mais ensuite, on voit ces 4 derniers jours de course. Jeudi, c'était voilà, plutôt facile. Vendredi, un petit peu plus compliqué. Samedi, encore un petit peu plus difficile. Dimanche, extrêmement dur. Donc on monte, voilà, on monte un petit peu en pression, on monte en tension aussi pour cette course. Cette étape numéro 7, elle est un petit peu indécise. Pour quelle raison? Elle est indécise parce qu'on ne sait pas si on va tout donner en fait sur l'étape de dimanche et que cette journée se retrouve un petit peu le cul entre deux chaises et qu'on attendra en fait l'étape de dimanche pour tout donner parce que l'Alpe d'Huez ça fait peur à tout le monde, il faut bien le dire. Ou est-ce qu'on se dit l'Alpe d'Huez ça va peut-être pas suffire et qu'il faut déjà commencer à faire les crémages aujourd'hui? C'est la question qu'on va se poser pendant cette vidéo. Avec un dénivelé positif qui est de 3015 mètres, deuxième étape la plus compliquée de ce Tour de France, en sachant que c'est l'étape la plus longue, 167 km au programme de cette journée. Mais pour moi, voilà, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce qu'on va tout donner aujourd'hui ou est-ce qu'on va pas en garder un petit peu sous le pied et puis attendre l'étape vraiment de dimanche? Parce que dimanche, on peut faire des gros écarts du côté de cette étape à l'Alpe d'Huez. Eh bien, on regarde tout de suite le parcours de cette journée. Comme je vous l'avais dit, on monte crescendo dans ce Tour de France Femmes, avant-dernière étape. Et là, on commence à être sur un parcours pas simple du tout. Avec un col de première catégorie, 2 cols de deuxième catégorie, un col de troisième, un col de quatrième. On part donc de Champagnole pour le Grand Bornand, c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France, 167 km. Départ en faux plat montant, on ne peut pas dire que ça soit de la très grosse bosse quand même. On part de Champagnole, on sera à 564 mètres d'altitude, 14 km après. À Saint-Laurent-au-Grand-Vaux, on sera à 900 mètres. Et puis il y aura ensuite une descente pour arriver à Saint-Claude, ce qui va clôturer cette première heure de course qui, je pense, sera un petit peu nerveuse. On arrive ensuite au pied de du col de première catégorie, le col de la Croix de la Sierra, 12 km 2 à 5,1 de moyenne, 1 km 58, très clairement, c'est un col de deuxième catégorie. Enfin, voilà, là je vous le montre, c'est un col qui serait classé en deuxième catégorie chez les garçons, qui ne serait pas, pour moi, en première catégorie. C'est quand même extrêmement roulant, on dépasse assez peu les 6%, il faut bien le dire, seulement à 2 endroits on va être au-delà des 6%, donc c'est vraiment trop léger pour moi comme montée pour la classer en première catégorie, mais on le voit quand même sur ce Tour de France Femmes qu'on a classé des côtes qui, chez les garçons, n'auraient pas eu la même catégorie très très clairement. On poursuit, on redescend vers Saint-Germain-de-Joux, Valzère-Rhône et la côte de Bois d'Arlot, 2,5 km à 4,6 de moyenne. La côte de 4e et 3e catégorie, je ne les ai pas mis en descriptif.
dans la vidéo parce qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc côte voilà qui sera au kilomètre 88, donc on sera à environ 120 km de l'arrivée. Passage à Fragny. Non, on sera, on sera à 80 bornes de l'arrivée. On sera pour 120. À la côte de Bois d'Arlot, la côte de Fragny. Alors Fragny, le sprint intermédiaire, pardon, et on enchaîne avec la côte de Cercier. 4 km 5 à 4,4 de moyenne au kilomètre 100, c'est-à-dire à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée. On passe à Allonzier-la-Caille, Argonnet, Thônes. Vous remarquerez, Thônes qui marque l'entrée dans les 20 derniers kilomètres, vous remarquerez qu'il n'y a pas de sprint bonification sur cette étape, ce qui aurait pu être donné en haut de la colle de Saint-Jean-de-Sixte. Mais ça ne sera pas le cas. Montée de 5 km 4 à 5,2 de moyenne, côte de deuxième catégorie, on la regarde tout de suite, cette colle de Saint-Jean-de-Sixte. Un premier passage à 6,6, puis 4,8, 5,4, 6,2. Dernier kilomètre et demi qui lui est quasiment plat, ou en faux plat montant très léger. Donc, vous voyez, donc la difficulté, c'est presque le pied de ce col qui est le plus compliqué. On redescend quasiment pas pour atteindre le pied de la montée du Grand Bornand, qui est 8 km 2 à 4,7 de moyenne, sommet de cette journée à 1265 mètres. C'est la montée du Chinaillon. Alors vous voyez, ça se concentre sur 4 km, on sera au-delà de 6%, sinon ensuite c'est beaucoup plus simple, c'est un peu du faux plat montant. Donc la grande question, c'est qu'est-ce que ce kilométrage-là, cette difficulté-là, permettra de faire des différences? C'est pas si sûr du côté des coureurs, comme vous pouvez le voir. Je m'aperçois que j'ai pas pris de carte, mais c'est pas simple. On va faire la météo du jour, il n'y aura pas de partie tourisme. Voilà, il y a la Vuelta en même temps, donc c'est un petit peu compliqué. Surtout qu'au final, c'est pas extrêmement bien fait sur le site du Tour de France encore pour cette étape. Moi, j'avais pas les photos notamment sur certains monuments. Du côté de cette étape, du côté de la météo, on va avoir un ciel qui va être un peu nuageux sur le parcours, mais on ne devrait pas avoir de risque de pluie, à part peut-être sur le Grand Bornand où on nous met un petit peu de risque d'orage. On sera entre 25 et 28 degrés en température, et puis un vent qui sera assez léger, un vent d'ouest en majorité, qui sera entre 15 et 20 km/h, mais vraiment ça sera un vent qui n'aura pas beaucoup d'importance sur cette étape. On regarde tout de suite l'histoire du Tour de France. L'histoire du Tour de France, et aujourd'hui sur cette étape, donc on part de Champagnole. Champagnole qui avait connu une arrivée du Tour de France en 2020, étape remportée par Søren Kragh Andersen. Silver Maes avait gagné également une étape en 1937. Le Tour de l'Avenir également a connu des passages par Champagnole ces dernières années. On poursuit avec le col de la Croix de la Serra. Deux passages du Tour de France par cette montée. C'était en 96 lors de l'étape numéro 6 qui avait permis à Michael Boogart de s'imposer. On partait de Arc-et-Senans pour aller à Aix-les-Bains. C'était une étape quand même de 207 km. Le peloton avait plutôt bien résisté derrière Michael Boogart qui avait fait 1,5 km en solo. Et puis en 2010, c'était Tournu, je ne sais pas comment on doit le dire, la station des Rousses, et c'était Sylvain Chavanel qui s'était imposé en partant à 13 km 500 de l'arrivée devant Raphaël Valls et Juan Manuel Garate. Raphaël Valls qui n'aura pas qui a arrêté en 2021. Je pensais qu'il avait arrêté plus tard, mais qui aura pas forcément une grande carrière après ça. C'est-à-dire qu'on s'attendait quand même un petit peu mieux du côté de Raphaël Valls. Alors il y aura des résultats, des classements, on va dire, sur des courses d'une semaine, mais pas forcément sur des grands tours, alors que quand il avait fait ce résultat-là, on s'était dit, tiens, c'est pas un mauvais grimpeur, Raphaël Valls, mais ça n'a pas vraiment marché derrière pour ce coureur-là. On poursuit, c'était même Raphaël Valls-Ferry, je crois, le nom complet. Parce que là, j'ai pas le nom complet. Vauclair avait pris la 4e place et Mathieu Perger avait fini 5e. Voilà, de cette étape. Si on poursuit les autres côtes de la journée, le côte de Bois d'Arlot n'a jamais connu de passage du Tour de France. C'est pareil pour la côte de Cercier et pour le col de Saint-Jean-de-Sixte. Et puis, bien entendu, au Grand Bornand,
Dernier passage du Tour de France en 2021, victoire de Dylan Teuss. Julien Alaphilippe s'était imposé lors de l'étape 10 nord du Tour de France 2010. Et puis surtout, on avait eu l'un des plus gros matchs de l'histoire du cyclisme féminin pour moi, lors de la 5e édition de la course by le Tour de France, avec ce match entre Van Vleuten et Van der Breggen du côté du Grand Bornand. C'était une étape qui était un petit peu plus compliquée que celle du jour. On passait notamment par le col de Rome, par le col de la Colombière également. Et il y avait eu un duel énorme entre ces deux femmes à l'époque, et c'était Van Vleuten qui avait battu Van der Breggen. Alors jusqu'à ce moment-là, Van der Breggen était imbattable, hein. Van Vleuten avait toujours, il y avait une sorte de syndrome un petit peu d'infériorité, et là ce jour-là, bam, elle arrive à faire la différence face à Van der Breggen, et a déclenché derrière une grande séquence de victoire pour Van Vleuten. Et puis Mollmann avait pris la 3e place, 4e Cécilie Ludwig, Guarnier 5e, Nevia Doma 6, Santesteban 9, et il y avait déjà Juliette Labousse, mais à l'époque elle était toute jeune, Juliette. Elle avait fini avec Victorie Gulman, 37 et 38e. Et je sais plus, Elise Chabet était là aussi, Mackay était là, Réjeanne Marcus aussi avait connu cette étape. Beaucoup de filles avaient fini hors délai ou avaient abandonné. Les délais n'étaient pas énormes, l'étape faisait que 112 km. Et Pauline Ferrand-Prévot, par exemple, avait abandonné, comme Niall Nippert. Et beaucoup de filles avaient fini hors délai. Eleanor Barker, par exemple, Sarah Roy aussi. Trixie Vora qui était hors délai sur cette journée. On passe à la cycliste du jour. La cycliste du jour, on parlait d'Elise Chabet. Eh bien, c'est Elise Chabet, parce que je ne voulais pas parler de Gianni Longo. Vous savez que je n'apprécie pas énormément Gianni Longo, donc je vais parler d'Elise Chabet, qui, je ne savais pas, avait commencé par le canoë dans sa carrière. C'est-à-dire qu'au début, elle ne faisait pas du cyclisme, elle faisait du canoë, du K1, du kayak monoplace, où à Londres, elle avait pris la 20e et avant-dernière place aux Jeux de Londres. Alors ensuite, elle va faire des études de médecine, et puis elle va également faire de la course à pied. Elle gagne notamment le semi-marathon de Genève. Et c'est seulement en 2016 en fait qu'elle commence le cyclisme. En 2018, elle obtient un contrat avec l'équipe Cogeas. Et elle a une particularité, c'est qu'elle a été médecin pendant la période Covid, ce qui n'est pas anodin, parce qu'elle a un diplôme de médecin. Et ensuite, en termes de résultats dans sa carrière, elle est championne du monde de contre-la-montre par équipe en relais mixte en 2022 et 2023, surtout 3e de la Vuelta en 2021, 2e du Tour de Suisse 2021, championne de Suisse en 2020, et puis des résultats sur les grandes courses, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix, l'UAE Tour, on a également le Tour de Burgos aussi. Donc voilà, il y a eu des résultats sur les grandes courses. Cette année, 4e à Urbano sur le Tour d'Italie féminin, 14e du Tour de Suisse, 4e du Tour de Burgos, ou encore 5e du Tour du Pays Basque. Voilà, parmi ces résultats notables à Elise Chabet. On poursuit du côté de la stratégie. Je suis vraiment indécis sur cette étape, je suis très indécis en termes de stratégie. J'ai du mal vraiment à savoir si on va avoir une leader qui va s'imposer. Je pense plutôt à ça, mais je me dis, une baroudeuse, voilà. Encore une fois, la question est de savoir est-ce que les leaders vont vraiment tout donner, en sachant que le lendemain, c'est très dur. Ça dépendra aussi de la situation de Vollering, je pense. Parce que Vollering, là on sera 48 heures après sa chute, on dit toujours 48 heures après la chute, c'est toujours la journée la plus compliquée. Donc est-ce que Vollering sera en difficulté? Comment sera Nevia Doma, le maillot jaune? Pour le moment, je rappelle que j'annonce que j'enregistre, nous sommes le 16 août à 14h26, là aussi pour des questions de Vuelta. Je suis obligé d'enregistrer un petit peu à l'avance. Mais c'est la grande question. Parce que l'étape de demain fait peut-être peur, donc on va peut-être pas tout donner. En même temps, si on se contente de l'étape de demain, ça va peut-être pas suffire. Donc c'est vraiment, tout dépendra des leaders des grosses formations, si elles veulent ou pas s'attaquer à fond sur cette étape.
Parmi mes favoris, j'ai plutôt décidé de mettre des leaders, mais je tente Evita Music. Je me dis Evita Music, si Vollering n'est pas au top. Evita Music, dans une montée comme ça, où on serait encore une dizaine de concurrentes, bah, c'est une fille qui a fait 4e de la Flèche Wallonne et qui est la seule à avoir battu Vollering dans ce type d'arrivée-là en boss. Donc elle peut peut-être faire la différence. Je dirais Alini, bah, parce que Neviadoma va peut-être pas courir tout de suite sur elle. Realini, elle a un petit peu de temps de retard. Donc c'est peut-être ça la bonne solution pour elle, c'est d'essayer de tenter de partir sur cette étape-là. Neviadoma, quand même, hein, toujours là, même si sa pointe de vitesse n'est pas exceptionnelle, mais elle semble la plus en forme des grimpeuses en dehors de Demi Vollering. Et puis en grosse cote, Mavi Garcia. Mavi Garcia en échappée, elle a perdu du temps, elle aussi avec la chute. Elle est à plus de 4 minutes, donc elle n'est pas hyper dangereuse. Donc pourquoi pas Mavi Garcia, ancienne championne d'Espagne. Du côté du programme télé, départ extrêmement tôt, 10h30, le pied du col de la Croix de la Serra. Première catégorie entre 12h06 et 12h16. L'arrivée en Haute-Savoie, à peu près 80 km de l'arrivée entre 13h12 et 13h30. Le col de Malebranche entre 14h07 et 14h31 pour une arrivée prévue entre 15h27 et 16h02. C'est l'arrivée quasiment la plus tôt, tout simplement parce qu'il y a la Vuelta. Les deux courses sont organisées par ASO, donc pour essayer d'éviter de se télescoper entre ces deux épreuves organisées par Amaury Sport Organisation. Donc moi j'essaierai de faire une vidéo juste après l'arrivée, donc extrêmement vite après l'arrivée, pour vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé. Comme ça me permettra d'éviter de rater beaucoup de coureurs du côté de la Vuelta et du côté de ce départ du côté du Portugal avec la Vuelta 2024. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Je suis en train de m'apercevoir que j'ai dit une bêtise sur la vidéo de la Vuelta. Parce que je suis en train de m'apercevoir que oui, c'est un départ depuis le Portugal. Ça veut dire qu'il y a 1 heure de décalage horaire avec le Portugal. Donc les horaires que je vous ai indiqués, c'est voilà, il y aura un petit décalage d'1 heure par rapport aux horaires que je vous ai indiqués. Je suis en train de m'apercevoir là que maintenant la vidéo est déjà uploadée. Donc c'est trop tard, mais c'est vrai qu'on part du Portugal. Donc forcément, il y a un décalage horaire avec le Portugal. Le Portugal a 1 heure de décalage horaire avec la France. Donc je pense que voilà, normalement ça doit absolument être bon pour moi pour débriefer cette course. Enfin, ces deux épreuves même. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao sur la Mavic Production.